Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous prenons la direction de la Corse, où nous recevons Cecilia Castelli qui a sorti un merveilleux roman le 20 août dernier qui s'appelle Frère Soleil aux éditions Le Passage. Et pour l'interviewer ce soir, nous avons Selma du blog Le Calame de Selma. Nous avons aussi deux librairies partenaires. Nous avons la librairie L'Instant à Paris dans le 15e et une librairie en Corse, Le Verbe du Soleil à Porto Vecchio. Je rappelle à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Cecilia par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser et toujours pareil, je viendrai les poser à Cecilia à la fin de la rencontre. Selma, Cecilia, je vous dis à tout à l'heure, belle rencontre. À tout à l'heure, merci. Merci Nathalie. Bonjour Cécilia. Bonjour Selma. Alors tout d'abord, je voudrais remercier vraiment un grand merci à Nathalie Couder et Frédéric de Gelt qui nous permettent de continuer les rencontres littéraires en ligne malgré le confinement. C'est un grand bonheur de pouvoir continuer à parler de littérature. Et je suis réellement ravie de pouvoir échanger avec toi, Cécilia, sur son très beau roman donc, qui s'appelle Frère Soleil et qui est sorti donc, le 19 août chez les éditions Le Passage. Voilà. Donc une brève présentation sur toi, Cécilia, et après on passera au roman. Donc tu as 38 ans, tu es en ce moment infirmière à l'hôpital d'Ajaccio depuis 3 ans. Auparavant, tu étais prof de lettres et tu es l'autrice d'un premier roman qui s'appelle Mollusque et qui est paru aux éditions du Serpent à Plumes. J'ai tout bon jusqu'à présent? C'est tout bon, apparemment c'est bien moi. Super. Bah alors, on va, comme ton parcours est quand même assez étonnant et très intéressant, on va y revenir par la suite. Mais tout d'abord, on va commencer par parler du roman, donc Frère Soleil. Alors, bien qu'il traite de sujets universels, Frère Soleil, c'est quand même beaucoup la Corse. C'est d'abord la Corse mystique, la Corse, la belle, la Corse très belle et la Corse violente aussi. D'accord. Donc, en fait, on suit le parcours de deux frères et leurs cousins depuis leur enfance jusqu'à la vie d'adulte. Et tu choisis des moments clés pour les raconter. Et je trouve que ce roman traite tellement de sujets différents qu'il est un peu difficile de le résumer. Il y a tellement de belles choses qu'il est difficile à résumer. Donc, je dirais que c'est une histoire d'enfance, de génération, de lieu aussi, de lumière, de renoncement à ce qu'on a connu et puis un peu de difficulté à se retrouver entre la modernité et les traditions. Comment toi, tu le résumerais avec tes propres mots? Non, tu as déjà bien présenté, mais c'est vrai que c'est un livre assez complexe à présenter puisqu'il y a plusieurs générations qui se mêlent. Mais pour en parler, je dirais tout d'abord que c'est une invitation au voyage. Voilà, parce qu'on va suivre le personnage de Rémi. Donc Rémi, en fait, chaque été, va prendre le bateau avec sa mère depuis le continent et il va rejoindre ses jeunes cousins qui, eux, se trouvent en Corse. Donc c'est un tableau un petit peu de grand voyage comme ça en famille. Un petit peu à la Marcel Pagnol, tu sais, comme dans La gloire de mon père, où voilà, tous les membres de la famille se retrouvent à ce moment-là dans une période privilégiée. Donc on est au début des années 80, et une partie de cette famille va se retrouver sur un terrain familial, juste au-dessus d'une petite plage, dans une crique un petit peu à l'écart de tout. Et les enfants, à ce moment-là, au début du roman, ont entre 7 et 9 ans. Et c'est une période où ils vont être totalement libres, c'est-à-dire qu'on va aller voir jouer sur les rochers, pêcher, être à l'air libre. Et il y a le regard des adultes, mais c'est un regard qui les surveille à peine, comme si les enfants étaient quelque part sous cloche, protégés, un petit peu comme s'ils étaient sous une couveuse, tu vois, protégés par le soleil de la Méditerranée. Et pourtant, voilà, on essaye de protéger ces enfants, mais dès le départ du livre, on va parler des drames qui ont secoué la famille quelques années auparavant. Voilà, parce qu'on apprend notamment que le grand-père paternel a été tué, lâchement assassiné dans sa maison par 3 hommes qui sont venus lui tirer une balle en pleine tête. Donc ça, c'est le premier drame qui a secoué la famille. Et à cette période, il y a eu aussi un autre drame, puisque la tante Gabrielle, c'est la mère de l'un des cousins, des deux cousins, Christophe et Baptiste, était enceinte à ce moment-là. Donc en fait, le drame, elle a perdu son père et elle va perdre cet enfant. Donc dès le départ, on a ce climat de vacances, mais on a aussi les fantômes de ce grand-père qui est vénéré, qu'on n'a jamais connu, et de cet enfant qui n'est jamais venu au monde. Oui, oui, effectivement, c'est un roman tout en nuances et tout en opposition aussi parfois, hein. Tu racontes très bien la beauté de la Corse et à côté de ça, on voit les humains, les hommes qui ont beaucoup de difficultés à
à aller au-delà de certains secrets, justement. Donc, on ne va pas tous les révéler ce soir pour laisser au lecteur la possibilité de lire ton roman. Et ça va un peu crescendo jusqu'à la fin. Et cette opposition, c'est quelque chose que tu as recherché justement entre lumière et sombre, que ce soit au niveau de la nature ou de l'homme, pour le Oui, coup. En fait, on va suivre ces 3 enfants jusqu'à la fin des années 90, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils rentrent dans l'âge adulte. Mais c'est la période où ils quittent vraiment l'enfance. Et c'est une transition qui est forcément douloureuse parce que, alors qu'ils étaient assez insouciants jusqu'à présent, là, ils vont être confrontés à des choix très, très particuliers et très difficiles. Voilà. Et donc, le livre, un petit peu de vacances au départ, va se transformer en une véritable tragédie, mais au sens racinien du terme. C'est-à-dire que ces enfants qui avaient tout pour réussir, a priori, vont se retrouver face au destin, au poids du passé, à ce poids familial qui pèse sur eux et qui va totalement les broyer. Oui, donc 3 destins lourds en passé et en conséquence donc le passé va venir les influencer dans leurs choix futurs. Je voudrais aussi qu'on parle de ces personnages qui sont secondaires, mais pas tellement, hein, parce que tu choisis de raconter, comme pour tous les chapitres, tu choisis de raconter des moments clés. Donc, le roman fait, je crois, 300 pages, et on passe de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, donc c'est quand même assez conséquent. Mais toi, tu choisis tout en étant chronologique, des moments clés dans la vie de chacun des 3 enfants, donc Christophe, Baptiste et Rémi, qu'on voit grandir. Et revenons à ces 2 personnages, moi, qui m'ont personnellement marqué, donc la tante Maria et la grand-mère Mina. Tu les décris un peu comme ce que tu décris au niveau des paysages, donc aussi au niveau mystique un peu. Et tout en étant secondaires, elles ont toute leur place dans le récit. Oui, alors enfin, bien sûr, le roman est centré sur les 3 enfants, mais autour d'eux, il y a aussi ces générations, la génération des parents et la génération, on va dire, des ancêtres, donc avec le personnage de la grand-mère, Mina, et surtout de cette tante Maria qui habite seule. C'est une vieille fille qui vit dans la maison au figuier et qui a des pratiques païennes. Elle est considérée un petit peu comme une sorcière dans la région. On va lui rendre visite aussi pour retirer le mauvais œil, ce qu'on appelle encore la cérémonie du mauvais œil, c'est-à-dire qu'elle va faire des incantations et des prières pour justement aider les personnes qui viennent la rencontrer. Et pour les enfants, c'est vraiment cette génération cette grande tante mystique qui les effraie un petit peu aussi, voilà, parce qu'ils la considèrent un petit peu comme une sorcière, mais ils en ont peur. Elle est toujours habillée en noir. Elle est silencieuse. Elle leur parle corse, ils ne comprennent pas tout. Et voilà, donc ce personnage-là va représenter vraiment la tradition corse qu'ils connaissent peut-être moins avec les parents, puisque petit à petit, en fait, c'est ce que j'explique dans le roman, c'est que de génération en génération, ces traditions-là qui étaient fortement ancrées dans les villages vont se perdre petit à petit. Et c'est ce qui va décider certains protagonistes à faire certains choix. Alors ça va paraître compliqué comme phrase, mais comment est-ce qu'on se retrouve justement entre la modernité et la tradition? Est-ce qu'on est l'héritier d'une tradition qu'on n'a pas choisie et qu'on choisit quand même de défendre alors qu'on nous l'a imposée quelque part? Comment est-ce que tes personnages évoluent là-dedans? Oui, ils sont fortement, on va dire, marqués par ces traditions-là. C'est-à-dire, tout petits sont déjà plongés dans ces pratiques, dans les histoires de sorcières, de toute cette Corse mystique voilà, qui les font un petit peu révéler et qui les effraie en même temps. Voilà. Et c'est un petit peu l'enjeu aussi du roman, c'est que la grand-mère, la tante Maria, elle se désespère totalement que ces pratiques-là disparaissent petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le poids du passé, quoi. En tout cas le combat entre le passé, le présent, la modernité et comment on s'en extirpe. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment s'en extirper? Justement, là, c'est aussi Toute la question. toute la question, ce dont Ouais. on parle dans le roman, mais parce qu'aussi il y a un fort attrait pour cette Corse à la fois antinomique, qui est aussi très, très ancrée
dans le divin, dans la religion chrétienne, mais aussi dans ses pratiques paganistes. Oui, je vois bien. D'accord. Un autre sujet qui est aussi lié à ce qu'on a dit avant, c'est la langue corse. Donc, tu as choisi de mettre quelques passages, quelques dialogues en langue corse. Donc, c'est un dialecte, si je ne me trompe pas. Et tu as choisi de ne pas le traduire pour permettre au lecteur de comprendre dans le contexte. Et on sent effectivement que c'est très chantant quand on lit les 2-3 lignes par-ci, par-là que tu distilles. Il y a même, je crois, un poème ou une chanson Voilà, il y a à un moment, chanson, c'est ça? oui, tout à fait, un extrait de chanson. Oui. Et donc, toi-même, tu parles corse? Alors moi, je ne parle pas le corse, mais je peux le comprendre dans une conversation. À l'écrit, je le comprends. Mais c'est vrai que ça, je ne le parle pas moi-même. Et c'est un petit peu ce point-là que je voulais soulever dans le roman, parce que en fait, il n'y a pas vraiment de gros passages en langue corse. C'est-à-dire qu'on peut... au début du roman, en fait, ce sont des expressions qui reviennent, souvent dans la bouche des enfants. Donc eux, Ouais. voilà, ils ont baigné dans cette atmosphère. Eux-mêmes ne parlent pas tout à fait, mais ils entendent... c'est plutôt donc la génération de la tante Maria et de la grand-mère qui, elle, parle corse couramment. Mais ils vont prendre ces expressions-là et les mélanger aussi au vocabulaire de tous les jours. Donc ça, c'est pour les enfants. Après, vraiment, les passages où il y a du corse, c'est justement quand la grand-mère va chanter en corse. Et là, on a traduit, c'est-à-dire qu'il y a la traduction juste après, donc on comprend. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un mot corse qui apparaît, on le comprend dans le contexte. C'est-à-dire on a une interprétation, on sait si c'est péjoratif ou... Ouais. D'ailleurs, à un moment, tu dis que Rémi, donc Rémi qui est le cousin des 2 frères, alors Rémi, c'est le seul qui, enfin, il se sent corse, il se sent un peu ballotté entre 2 identités, il n'arrive pas trop il se cherche en fait, et c'est le plus petit, donc ça n'aide pas non plus. Et il vient passer tous les étés en Corse, donc rejoindre cette petite famille avec Christophe et Baptiste. Et on voit bien qu'il les idéalise, qu'il les envie, qu'il y a un mélange de sentiments un peu particulier pour ce petit bonhomme qui va justement grandir et continuer d'être influençable par les 2 grands. D'ailleurs, l'extrait que tu as choisi de lire, parce qu'on va finir la rencontre par un petit extrait de ton livre, c'est le moment où, au début, il arrive tout heureux avec sa mère retrouver les siens en Corse. Donc on le voit bien qu'effectivement, au moment où il repart à Toulon en septembre, il essaye de mettre quelques mots de Corse pour revenir à ce que je voulais dire à la base, et qu'il ne se fait pas tout le temps comprendre. Et que c'est un peu compliqué pour lui de se retrouver là-dedans. Oui, oui. Alors lui, en fait, il est corse, mais du côté de sa mère, qui elle-même, donc Martine, il y a un passage où on revient sur son enfance et sur son choix de partir de son petit village de Corse pour rejoindre le continent. Et voilà. Donc là, c'est le moment où elle quitte la Corse définitivement. Et c'est vrai que Rémi, en fait, lui est né sur le continent. Et lorsqu'il revient en Corse, il n'est pas tout à fait considéré comme son identité est un petit peu bancale, puisque c'est celui qui n'est pas né ici et qui ne vit pas l'année ici. Mais tout l'été, il va baigner dans l'atmosphère corse avec ses cousins. Et il va revenir, quand il retourne sur le continent, il va garder ce vocabulaire, ces expressions-là, et qui vont lui échapper quand il s'adresse à ses petits camarades sur le continent et qui vont le regarder étrangement, comme s'il parlait comme une langue presque extraterrestre, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, il est toujours partagé entre ces 2 identités, entre voilà, la Corse et le continent. Et du coup, j'ai perdu le sens de ta question. C'était, oui, que il mettait des mots corses quand il repartait à Toulon. Oui. Mais effectivement, en fait, pour poursuivre sur le même sujet, donc trois personnages, 3 garçons, 3 destins complètement différents, on va s'en rendre compte. Et justement, par exemple, pour Rémi, qui est quand même le personnage principal, même si tous ceux qui gravitent autour de lui sont aussi des personnages principaux quand on lit l'histoire, pas vraiment secondaire, on voit que ce ballottement entre 2 identités va influencer toute sa personnalité par la suite et que toute sa vie, il aura du mal à choisir, quitte à
aller dans des tragédies, comme tu dis, dans le sens racinien du terme. Oui, c'est véritablement sa problématique. C'est où est sa place quand il revient. Bon, déjà, la place dans la fratrie, c'est le dernier. Donc, il a forcément les deux grands comme modèle. Et quand il revient sur l'île, il essaie de faire sa place, mais dans les jeux d'enfants, on le repousse un petit peu, on se moque un petit peu de lui. Et puis Rémi, des trois, c'est celui qui a le caractère qui est le plus influençable. Oui. Donc, il se cherche un véritable modèle qui va essayer de prendre sur ces deux cousins qui sont plus grands et qui, eux, ont une autre vision de l'insularité. Sachant qu'en plus, son père, je crois, n'est pas très présent du fait de son... Son père est quasiment absent du roman. Hein. Ouais. Donc, il est normand et c'est un marin qui est souvent en déplacement à l'étranger. Et d'ailleurs, il revient jamais avec eux en Corse. Donc, c'est un élément qui est presque qui ne fait pas partie de la famille et qui est regardé un petit peu comme un étranger. Déjà, ça, c'est le premier point de départ. Et c'est un thème après qui va être développé plus tard aussi à la fin du livre. On ne va pas parler du drame, mais la place de l'étranger aussi, de celui qui ne fait pas partie de la famille. Ça va être un thème qui va être bien développé par la suite. Tout à fait, oui. Alors, je voudrais aussi parler avec toi d'un sentiment alors, qui m'est peut-être un peu personnel, mais c'est quelque chose qui m'est venu dans la lecture. C'est tu as réussi, je peux le dire que c'est un exploit, de rendre la nature corse et la nature en général, et les paysages et les arbres, et vraiment le tout, comment dire, vivant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre, on est dans le livre, on est plongé dans le livre, on sent le frémissement des feuilles, on a l'impression presque qu'il nous parle en fait, tu vois, la mer, le sable, jusqu'aux mollusques de la première page, etc. Et à l'inverse, les hommes sont... il y a beaucoup de non-dits, tu vois, les hommes sont secrets, les hommes ne disent pas les sentiments, les hommes avec un grand H sont vraiment, sont vraiment dans le déni parfois de leurs sentiments et des drames qu'ils ont vécus. C'est un effet recherché ou c'est vraiment venu comme ça? C'est pas vraiment un effet recherché, je dirais. C'est vraiment, en tout cas, c'est mon ressenti, mais en tout cas, c'est mon expression, ma vision, moi, de ce que j'ai, de ce qui se passe ici sur l'île. C'est vrai que moi, je suis partie, quand j'ai vécu ici jusqu'à mes 18 ans, je suis partie aussi sur le continent. Et quand je suis revenue, là, il y a 3 ans, c'était ce qui m'avait beaucoup frappée. Mais tu parles de personnages de la nature comme quelque chose de très vivant et de très présent dans le texte, et c'est tout à fait ça. J'ai voulu faire de cette île, non pas un simple décor, c'est pas juste comme ça aurait pu se passer ici ou ailleurs. Non, c'est vraiment un personnage, et je dirais même le personnage principal du livre. C'est-à-dire la Corse, quelque part, c'est la figure maternelle, en fait. C'est la représentation de cette mère, avec un E à la fin, qui nous protège quand on est enfant. C'est un véritable cocon. Ça, c'est la première partie du livre où les enfants sont dans cette nature totalement à l'abri de tout. Et c'est cette mère aussi, après, plus tard, lorsqu'on devient adulte, qu'on essaye de protéger, à l'inverse. C'est un petit peu ça, en fait. La figure de la Corse, c'est une figure maternelle, un petit peu comme les mères méditerranéennes. C'est-à-dire ces mamas qui ont à la fois un caractère très doux, mais qui savent aussi être fermes et être aussi en colère lorsqu'il s'agit de défendre ses enfants. Et d'ailleurs, le paysage de la Corse change un petit peu au fur et à mesure du livre et au fur et à mesure que les enfants grandissent. C'est-à-dire qu'au départ, on a un paysage qui se situe principalement au bord de la mer, c'est un paysage maritime. Et à la fin, et on est en été, et au fur et à mesure, ça se transforme, on va vers les montagnes, on va vers le fleuve, et même la saison se transforme, et on passe de l'été à l'hiver à quelque chose d'un petit peu plus dur, d'un petit peu plus rocailleux. Oui, tout à fait. À un moment donné, effectivement, il y a la neige. Elle est tout aussi parlante, la neige, que les frémissements de l'été au départ. Effectivement, on ressent bien même le bruit des pas dans la neige, à côté du fleuve glacé, etc., qui ressort très bien. Alors, donc,
Tu as grandi en Corse, donc j'imagine que tu t'es inspiré de beaucoup de choses que tu connais pour pouvoir écrire ce roman. Quelle part de toi il y a là-dedans, dans Frère Soleil? Et pourquoi ce titre? Alors, je ne sais pas si les questions sont liées, mais peut-être qu'elles le sont. Il y a forcément, lorsqu'on écrit, il y a forcément une grande part de soi. C'est-à-dire qu'on écrit avec sa sensibilité, ses émotions, et c'est très difficile de se détacher, de ne pas transparaître à travers le choix des mots. Donc forcément, il y a énormément de soi-même lorsqu'on écrit. C'est difficile, même si on essaye de se cacher, de ne pas se montrer, en tout cas. Et dans ce livre, oui, il y a une grande part de... Alors, c'est bien sûr une fiction, hein, c'est totalement romanesque, c'est-à-dire qu'aucun des personnages n'existe, même si on a essayé de rechercher... en tout cas, les gens qui me connaissent ont essayé de rechercher à qui pourrait ressembler un tel ou un tel. Voilà. Mais donc voilà, il y a aussi beaucoup de souvenirs, moi en tout cas, d'enfance. C'est-à-dire que déjà, le lieu de départ, ce terrain qui est situé au bord de la mer, c'est exactement ce que j'ai vécu moi quand j'étais petite. C'est-à-dire que normalement, en Corse, souvent, on part plutôt au village, donc on part plutôt vers la montagne. Et moi, c'est vrai que j'avais cette opportunité-là d'avoir ce terrain au bord de la mer et de passer plutôt mes vacances là-bas. Donc ça, il y a beaucoup de souvenirs. Et je suis aussi l'histoire des cousins. Parce qu'on m'a dit, c'est un livre quand même, il y a beaucoup de garçons, même s'il y a ces figures maternelles, mais qui sont présentes. Mais c'est vrai que c'est une fratrie de 3 garçons. Moi, je suis aussi la dernière de la famille et j'ai été élevée au milieu de cousins, c'est-à-dire je suis quasiment la seule fille de la famille. Voilà. Donc, c'est une atmosphère que je connais beaucoup. Et après, tout le reste, oui, on est forcément dans l'histoire et on se projette, en tout cas, à travers chaque mot, chaque phrase qu'on choisit. Bien sûr, ouais. Et du coup, oui, donc... Pardon. Ah oui, il y avait la question du titre, effectivement. Tu fais bien. C'est bien. Le titre, en fait, c'est pas Frère Soleil, c'était pas le titre que j'avais choisi au départ. Et ce qui est très surprenant, parce que ça, j'ai pensé après, c'était plutôt un titre qui était totalement à l'opposé. C'était, je voulais l'appeler, parce qu'au départ, moi, avant d'écrire, il me faut absolument que j'ai le titre en tête. D'accord, ça, c'était une autre de mes questions. Ok. Ah, pardon. Super. Voilà, c'est-à-dire que il y a pas mal d'écrivains qui, eux, vont écrire leur histoire et après vont se pencher sur la problématique du titre. Voilà, chercher le titre. Moi, je ne peux pas commencer un texte sans avoir le titre et c'est même mon point de départ. Et le point de départ là, de ce livre, je voulais l'appeler La nuit à Gorgoaré. Alors, Gorgoaré, c'est le petit village, tu sais, où Rémi et Christophe se retrouvent le soir du drame, où Rémi part marcher ensuite dans... D'accord, oui, je vois. Voilà. Et donc, c'était un titre qui était à l'inverse, qui n'était pas solaire. Là, on était plutôt dans la nuit, c'était très, très sombre. Et je m'étais dit que c'était réduire un petit peu l'histoire juste à ce passage-là. Alors qu'en fait, les Frères Soleil, c'est tout à fait autre chose. Et je voulais qu'on retienne autre chose que cette nuit du drame qui finalement ne définit pas tout à fait le caractère de ces enfants et de toute leur histoire. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et à un moment donné aussi, à la fin, on comprend aussi le choix, pas en tout cas pas ce que tu viens de dire, mais on comprend qu'effectivement, tu inclus même Rémi dans les Frères Soleil en finale, hein, qu'ils ont beau être cousins, c'est aussi une fratrie, comme tu le dis depuis tout à l'heure. Comment a été accueilli le livre en Corse? Écoute, plutôt bien. En tout cas, j'ai eu de très, très bons retours. Pardon, je finis juste ma question parce que je la pose pour une raison particulière, c'est parce que tu aurais pu faire un roman qui ne parle que des belles choses de la Corse. Et effectivement, il aurait été tout autant bien accueilli, mais là, tu as fait le choix aussi assez honnête encore une fois, avec toutes ces oppositions, ces ambivalences, de décrire la Corse et le personnage de la Corse, comme tu dis, les autres personnages dans toute leur ambivalence et parfois dans toute leur noirceur. Donc, oui. d'où ma question. Justement, je crois que c'est exactement ce que tu viens de dire qui a plu.
C'est-à-dire si j'avais fait une simple peinture de la Corse avec que le bon côté, un petit peu ce côté qu'on a de l'extérieur, cette vision extérieure de la Corse qu'on décrit souvent dans les reportages lorsqu'on on fait un reportage sur la Corse, ça n'aurait été pas tout à fait honnête. Et justement, c'est ce côté-là qui a plu, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans des clichés. D'ailleurs, le personnage le père Pierre-Antoine s'en manque beaucoup de ces touristes qui viennent en Corse et qui disent « Ah, c'est beau, c'est magnifique, les paysages sont extraordinaires ». Et ça aurait été vraiment simplifié exactement ce qui se passe ici. Et c'est ce qui a plu, en fait, c'est d'avoir, en tout cas, des retours que j'en ai eus, c'est d'avoir dépeint à la fois cette lumière et cette noirceur. Et j'ai eu beaucoup de retours en me disant, mais c'est exactement, voilà, sans tomber dans les clichés, tu as su décrire ce que moi j'ai vécu, c'est ma vision. Et j'ai eu beaucoup de témoignages aussi, ça c'était très plaisant, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle à toutes les générations. Et j'ai eu vraiment des retours fabuleux sur des gens qui m'ont dit, je retrouve exactement mes souvenirs d'enfance quand j'étais petite, de ce qui se passait au village. Alors, c'était peut-être pas forcément au même endroit, c'était peut-être pas forcément au bord de la mer, mais c'est ce que je vivais avec mes cousins, avec mes cousines, avec ma tante. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là-dedans. Ça fait forcément plaisir. Et bien au-delà de la Corse aussi, j'ai des témoignages, des retours de lecture de gens qui vivaient un petit peu la même chose aussi, parce que dans d'autres régions, par exemple, on m'a dit en Ardèche, c'est un petit peu ça aussi, en Bretagne, voilà. Cette atmosphère familiale et de conflit qui oppose un petit peu les désirs de chacun. Voilà, on retrouve vraiment tout ça. Donc, ça peut parler à tout le monde. Oui, je te le confirme, à d'autres cultures aussi, ça peut aussi parler à d'autres cultures méditerranéennes. On revient un peu à ton parcours. Donc, comme je le disais au début de la rencontre, aujourd'hui tu es infirmière, donc tu as décidé de te reconvertir après avoir été formée et après avoir enseigné en région parisienne de mémoire en tant que professeur de lettres. Donc, c'est assez étonnant comme parcours. Comment est-ce qu'on passe de professeur de lettres à infirmière et pourquoi ce choix-là? Alors, ce n'est pas un choix qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Et même au départ, si on m'avait dit plus tard, tu seras infirmière, je n'aurais jamais cru. En fait, pour comprendre un petit peu ce parcours, il faut revenir bien plus tôt. C'est plutôt la question qu'il faudrait poser, c'est d'abord pourquoi je suis devenue professeure de lettres. Ça, c'était au départ. C'est parce que moi, j'ai toujours eu une attirance à la fois pour les sciences et pour la littérature. Mais au lycée, j'ai eu un professeur de lettres qui était fabuleux et qui m'a donné vraiment le goût de la littérature. Et c'est vrai que j'avais des facilités là-dedans, donc je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancée dans les études de lettres avec un grand goût. Et dans l'enseignement ensuite voilà, c'est un métier vraiment qui m'a plu, que j'ai exercé pendant 7 ans. Donc tu as dit en région parisienne, aussi dans d'autres régions, j'étais dans la Drôme, j'étais dans le Var. Et en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu la possibilité de prendre une disponibilité et de voyager un petit peu. Voilà. Et à ce moment-là, en pensant revenir dans l'éducation nationale, et c'est vrai, d'avoir pris ce recul, je me suis dit que c'était le moment de faire autre chose, parce qu'on est quand même dans une période où on a la chance maintenant quand même de pouvoir se reconvertir plus facilement. Voilà, que de se dire, une fois que j'ai un métier, c'est jusqu'à la fin et c'est comme ça. C'est vrai que c'était ce côté-là, moi, qui me faisait un peu peur. C'est-à-dire que ma routine et faire tous les jours la même chose, en tout cas, j'avais une envie, une curiosité d'aller vers autre chose et de découvrir un autre univers. Voilà. Et le métier d'infirmière, je trouvais que c'était à la fois la possibilité de découvrir une approche, en tout cas avoir une approche envers les gens beaucoup plus sensible, et découvrir un autre monde, en tout cas qui me plaît beaucoup aussi. Une triple casquette avec l'écrivain que tu es, l'autrice que tu es. Tu as d'autres projets, du coup, d'écriture après Frères Soleil? Là, je suis sur le 3e roman, en cours d'écriture.
D'accord. Bon, ben, on sera ravis de le découvrir. Je te propose du coup, de lire un petit extrait de Oui. ton roman. Je crois que tu as choisi Donc, ce que donc la j'avais dit au partie. départ, c'était le moment où... donc, on est au début du livre. Et c'est au moment où Rémi se retrouve avec sa mère, donc où ils ont pris le bateau. Et c'est ce moment-là qui est toujours un petit peu magique, où ils se retrouvent, où ils posent les pieds sur le territoire corse. Et donc là, ils vont prendre leur voiture et se diriger sur les routes pour rejoindre la famille qui est déjà sur le petit terrain familial. Ça marche. T'écoute. Il se rendait coupable comme il se rendait au paradis, le cœur léger dans la petite Rada verte. Sorti à peine du ferry sur le port d'Ajaccio, il traversait rapidement la ville pour suivre le bord de mer. La station balnéaire de Portich et les grands toboggans aquatiques où Rémi rêvait d'aller. L'immense plage d'Agosta, plus loin, ouverte au large, où l'on apercevait depuis la route les familles, les serviettes multicolores et les baigneurs peu prudents s'avançant dans les hautes vagues effrontées. Ce n'était que le début de l'été, et ils savaient que c'était vers chez eux qu'ils revenaient. Là où ils étaient vraiment heureux, la terre de leur bonheur sans limite. Un tout petit territoire caché derrière les rochers. Entre la pointe de l'Isorel et celle de la Castagne, la route de Maresol, la grande pinède au bord de l'eau longeant la plage d'argent, plage de sable blanc, le bleu, le vert des pins maritimes, parfois des vaches et leurs veaux tranquillement allongés à l'ombre ou au soleil, paisibles, oisifs, regardant sans bouger les pique-niqueurs du dimanche, les joueurs de pétanque ou les jeunes Ajacciens peaufinant leur bronzage. Ils vivaient l'instant, chantant et frivoles, la mère et le fils réunis. Le volume de l'autoradio montait à fond, la même cassette, toujours, compilation de la route du bonheur. Et le tube d'Eddie Mitchell, son whisky et ses prières du soir, son pas de boogie-woogie qu'ils adoraient entendre dès qu'ils venaient en Corse, c'est-à-dire chaque été. Tel un rituel, il y avait la halte à la supérette d'Aquador. Une courte pause durant le trajet pour se dégourdir les jambes, pour se rafraîchir un instant avec une limonade ou avec un Mr Freeze au coca, parmi les motards étouffants de chaleur sous leur lourde tenue en cuir. Tous s'étaient arrêtés au bord de la route pour admirer la vue, l'incroyable panorama donnant sur le bleu infini de la Méditerranée. Tandis qu'il croquait dans son bâton glacé, qui lui faisait froid aux dents et au front, Rémi prenait à chaque fois le temps de caresser Gizmo, le chat du propriétaire, un magnifique Norvégien qui ne se lassait pas de se faire remarquer en se frottant aux jambes déclinant. Mais la petite Rada redémarrait vite, laissant soudain le chat et les motards. Il ne restait plus qu'une vingtaine de minutes pour arriver à destination. Cette partie du trajet était sans doute la plus belle car la plus sauvage. On s'éloignait des habitations, on entrait dans le maquis, le cœur ballotté par les virages de plus en plus serrés. Me voilà donc le retour au pays. Marmontagne approche, la commune de Serradifère où la mère de Rémi avait vu le jour 30 ans plus tôt. Mon fils, disait-elle en s'allumant une première cigarette. Respire ce doux parfum. Elle nous accueille, c'est l'île entière qui nous parle. Rémi sortait sa tête du véhicule, puis sa main droite, pour la laisser s'agiter au vent. À chaque fois, il espérait percevoir le message murmuré par cette terre. Des mots qu'il comprendrait enfin. Mais l'odeur du tabac lui revenait inéluctablement à la figure et la vitesse lui emportait le bras. Il finissait donc par se rasseoir sur son siège, regardant droit devant lui pour ne pas vomir. L'agitation et les virages le barbouillaient toujours un peu. Donc, on est au début du roman, donc effectivement, le moment où Rémi va rejoindre ses cousins. Et donc, la suite est à lire dans ce très beau roman de Cecilia Castelli, à retrouver donc aux éditions Le Passage. Merci beaucoup, Cecilia. Merci beaucoup à toi, Selma. Alors, je suis revenue parce qu'il y a des questions. Et justement, est-ce que Selma, tu peux remontrer la couverture du Bien livre? sûr. Parce qu'il y a une question sur pourquoi cette couverture. Est-ce que c'est une palissade? Qu'est-ce que ça représente, cette couverture? Alors oui, c'est une façade, on dirait, on ne voit peut-être pas bien à l'écran, mais oui, ça serait la façade d'un chalet, comme un petit chalet, un petit cabanon qu'on trouverait au bord de la mer. Et c'est vrai qu'on voulait une couverture assez simple, qui n'en dise pas trop. Au départ, on avait hésité à mettre les trois enfants, voilà, trois jeunes enfants, donc une couverture un peu plus illustrative. Mais là, on trouvait qu'il y avait vraiment plus de mystère et que ça définissait bien le style du livre, en fait. Voilà. Je Et confirme. bien sûr, le bleu, c'est bleu méditerranéen et du ciel de
Alors Marie demande, est-ce qu'on peut considérer que votre roman est un huis clos familial? Un huis clos familial? Alors, huis clos, dans le sens, oui, où il y a cette question d'insularité Ouais. et la problématique de ces départs et de ces allées et venues un petit peu impossibles. Donc, c'est vrai que c'est exactement la thématique du livre. Comment on s'extirpe de cette famille et comment est-ce qu'il faut fuir le territoire déjà. Donc, oui, il y a le huis clos de la famille et le huis clos de l'île. Et c'est exactement la problématique de tous les personnages et à toutes les générations, hein, puisque c'était déjà la mère de Martine elle-même est partie. Ce n'était pas la problématique des générations de la tante Maria et de la grand-mère, puisqu'à l'époque, on ne partait pas. Il était hors de question de quitter l'île. On y était né et on ne partait pas. Et d'ailleurs, il y a une remarque du père de Martine qui lui dit, mais si on part de l'île, c'est uniquement pour faire fortune. Voilà, donc... Et d'ailleurs, c'est la grand-mère Mina qui vient s'interposer. J'adore ce moment-là, je me permets juste de le dire rapidement. C'est la grand-mère Mina qui vient s'interposer entre sa petite fille et son propre fils pour lui dire mais laisse-la aller vivre sa vie. De l'autre, elle partait elle partait juste dans le sud de la France, quoi, à Toulon. Et à un moment, vous avez cette figure maternelle qui vient et qui tape de la canne, pas du poing, mais de la canne, pour dire, mais enfin, tu la laisses vivre un peu. Et j'ai trouvé ce moment-là assez extraordinaire, justement, l'ancienne génération qui dit à la nouvelle génération, mais va vivre ta vie, et c'est pas pour autant que tu ne fais pas partie de nous, de chez nous. Exactement, mais cette Mina, c'est pour ça aussi, c'est la raison pour laquelle il y a un fort lien entre Martine, la mère de Rémi, et sa grand-mère, donc la grand-mère Mina. C'est parce qu'elle incarne aussi quelque part à la fois les traditions, hein, elle est restée au village et elle est bien représentative, en tout cas, de ces grand-mères corses qu'on trouve avec leur canne. Mais elle a aussi cette modernité, c'est-à-dire qu'elle va dire à Martine, alors que laisser une fille partir à l'époque, on est dans les années, à la fin des années 60-70, laisser partir déjà un enfant, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué quand c'est une fille qui décide de partir. Et pour un père, c'est inimaginable et ça va être source de conflit. Moi, je vous ai lu avec beaucoup d'attention et j'étais comme Selma, j'ai trouvé que la nature était un personnage très important. Il y a surtout quelque chose qui m'a marqué, c'est la temporalité dans ce roman. Est-ce que c'était voulu pour marquer justement pour une profondeur dans les mystères? Et aussi, j'ai senti que vous vous amusiez dans ce qui était le clair-obscur et le monde des vivants et le monde des morts. Est-ce que vous êtes amusé dans cette partie-là, justement? Moi, je trouvais que ça transpirait aussi. Je me dis, tiens, l'auteur s'amuse et il le fait bien. Et joue avec les contrastes et c'est vraiment bien travaillé. Comment vous avez fait ça? Je crois déjà, je pense m'être amusée déjà tout le long du roman. Je crois que c'est le but lorsqu'on écrit, c'est de prendre beaucoup de plaisir. Et oui, il y a beaucoup retour aussi au niveau donc, géographique, mais au niveau de la temporalité. On part d'abord de la génération la plus jeune et on remonte petit à petit donc, avec la génération des parents jusqu'à la génération des grands-parents. Et c'est un mélange, en fait, c'est exactement ça, c'est comment tous ces liens se tissent entre eux. Donc, il ne s'agissait pas de suivre un ordre chronologique comme j'aurais pu le faire, partir des grands-parents et puis redescendre jusqu'aux enfants. Mais je trouvais ça plus intéressant de montrer comment chaque génération s'entremêle sans suivre voilà, un ordre précis. C'est très bien fait d'ailleurs. Ça apporte beaucoup de poids au texte, je trouve. Il y a beaucoup de questions sur votre métier actuel, c'est-à-dire que vous travaillez à l'hôpital Oui, et justement forcément. les lecteurs se demandent comment vous vivez la situation actuelle et est-ce que l'écriture est pour vous une bulle d'oxygène, hein, parce qu'ils l'ont tous mis entre parenthèses, ou un moment d'évasion. Comment ça se passe là? Ce bulle d'oxygène, moment d'évasion, oui, forcément. Oui, moi, je travaille à l'hôpital donc, depuis 3 ans. Et je crois que mon rapport à la littérature a changé, parce qu'avant, déjà, bon, j'enseignais la littérature et je regardais un petit peu les écrivains comme un petit peu des êtres sacrés, presque intouchables. Et même si j'ai toujours écrit quelques lignes, quelques pages quand j'étais jeune, avec envie d'écrire un roman, mais sans vraiment m'y atteler,
je ne pensais pas avoir vraiment le droit de penser pouvoir réaliser en tout cas ce rêve. Et c'est vraiment pendant ma période de reconversion, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai eu besoin d'écrire. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études d'infirmière, on est soudain confronté à une réalité qui est très différente et on est face à la douleur, on se prend toute la douleur, la souffrance humaine, on a ça à gérer. Et ça a été vraiment, là, je ne me suis plus posé de questions, j'ai eu vraiment besoin d'écrire à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier roman qui est sorti l'année dernière. Et c'était indispensable. C'est-à-dire que là, je ne me suis même pas posé la question, est-ce que tu vas être publié? Est-ce que tu vas... Enfin, ce n'était pas du tout le but au départ. Et c'est devenu quelque chose de vraiment intrinsèque. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux pas penser ne pas écrire. Considérez-vous que vous êtes un auteur maintenant, du coup? Parce qu'avant, ils étaient intouchables, maintenant, vous l'êtes. Est-ce que vous l'avez intégré, cette partie-là? Oui, au départ, c'est très dur. C'est-à-dire que l'étape la plus difficile pour moi, ça a été de montrer mes écrits. Ça a été le premier texte que j'ai fait, de dire, ça y est, je considère avoir fini, et de me dire, il faut que je le passe à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire être jugée à ce moment-là. Et c'était l'étape la plus dure. Et après, une fois qu'on a intégré cela et qu'on a des retours qui sont favorables et qui sont encourageants, on arrive à se dire, c'est pas trop mal ce que je fais, ce que j'écris. et oui, ça aide beaucoup pour la suite et ça donne un peu plus de confiance quand on écrit. Voilà, mais de toute façon, après, ça, c'est vrai que c'est une question secondaire. Est-ce qu'on est auteur en tout cas, du moment qu'on a envie d'écrire et qu'on écrit, je pense que oui, on peut se considérer. Alors, il y a une question qui vient d'arriver sur les auteurs, justement. Cécilia Castelli peut-elle nous dire quels sont les auteurs qu'elle aime lire, ses auteurs de référence? C'est Pierre qui pose cette question. Oui, alors mes auteurs de référence. Alors, c'est toujours une question compliquée parce qu'il y a tellement d'auteurs que j'aime. S'il faudrait parler des auteurs contemporains, parce que bon, c'est vrai, moi j'ai une formation un peu plus classique, puisque j'ai fait des études de lettres. Mais pour parler des auteurs contemporains, moi je dirais que j'ai un auteur vraiment que j'ai découvert il y a quelques années avec Le Soleil d'Escorta. Voilà, donc vous savez de qui je parle, c'est Laurent Godet. Voilà, et j'ai été, je crois que ça m'a peut-être pas mal influencé quand même pour ce livre aussi. J'ai été vraiment subjuguée par son texte, par son écriture, et ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans son œuvre entière. Voilà, c'est un petit peu le projet que j'ai là en ce moment, même si je travaille, mais pendant ce confinement. Donc, j'ai acheté, je crois, tous ses livres. Je suis en train de lire actuellement La mort du roi de Songor. Il y a le Paris mille vies aussi, son dernier livre qui est sorti, qui est fabuleux. Donc, c'est Déambulation dans les rues de Paris, où il va lui aussi se mêler aux générations antérieures. Voilà, ça, c'est un livre que je conseille. Donc, voilà, c'est un auteur, je trouve, où chaque mot sont d'une émotion pure. Voilà. Donc, s'il y aurait un auteur à retenir, ça serait celui-ci. Est-ce que vous lisez différemment depuis que vous écrivez? Est-ce que ça a changé le regard que vous avez sur les textes des autres ou pas du tout? C'est une bonne question. Est-ce qu'on change? Est-ce que le regard change? Probablement. Qu'est-ce que je pourrais dire? On va être peut-être... Je ne sais pas si finalement il va changer, parce que quand j'étais prof, on était aussi prof de lettres, on était beaucoup aussi dans l'analyse de l'écriture, du style. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours intégré. Donc là, peut-être qu'en écrivain, il y a des formules ou des thèmes, en tout cas, qui vont plus nous interpeller que d'autres. Patrick demande, est-ce qu'un de vos personnages vous a amené là où vous ne vouliez pas aller en écrivant? Toujours, tous. Ah. C'est-à-dire que pour écrire, moi, j'ai un plan de départ qui est... que vous ne suivez jamais. Et que je ne suis jamais. Et c'est en fait les personnages qui, eux, vont
me conduire et raconter en tout cas leur propre histoire. Et donc, c'est vraiment au fil de l'écriture que l'histoire se modifie et c'est eux qui me mènent. En tout cas, moi, j'ai souvent l'impression qu'en fait, c'est eux qui rentrent quelque part en moi et qui vont dicter leur propre conduite du livre, c'est-à-dire la propre direction du livre. Et comme s'ils disaient, écoute-moi, j'ai cette histoire à raconter. Et là, ils vous ont quitté ou... Parce que là, je sais que vous venez de dire que vous étiez en train d'écrire le troisième roman. Est-ce que vos personnages vous ont quitté ou ils sont encore un peu là en vous disant, ben non, on veut rester encore un peu avec toi? Ouais, je crois qu'il reste toujours. En plus, bon, c'est vrai que quand on plonge, c'est toujours un exercice difficile de parler de son livre actuel, puisqu'on reste toujours, et d'être plongé dans l'écriture d'un autre. Donc, on a ces deux univers qui se confrontent. Mais oui, ils sont toujours là. Et puis là, ils vivent même au-delà, puisque maintenant, une fois que le livre est sorti, on a la vision des lecteurs. Et c'est ça qui change, c'est-à-dire qu'on va avoir, ils vont exister d'une autre façon. Avec les mots d'autres personnes, la sensibilité d'autres personnes. Donc, ça, c'est... Oui, ils seront toujours là, en tout cas, ça, c'est sûr. Alors, vous avez écrit un roman, on va dire familial, presque, c'est une famille. Est-ce que vous auriez envie d'écrire une grande saga familiale? Pas. Une grande saga familiale. Oui, en tout cas, ça, je sais que j'ai eu dans des retours de lecture, on m'a dit c'est presque une grande saga familiale condensée dans 300 pages. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, ça serait une idée de développer davantage. On va vous montrer alors encore dans des siècles et des siècles. Pourquoi pas? Peut-être que vos personnages vous reconvoqueront dans 3 ans pour une suite, on ne sait pas. Oui, pourquoi pas? Oui. La magie, la sorcellerie, C'est vrai que tout ça ça, on ne sait pas. Il On ne pourrait sait pas avoir ce qui une va se suite passer. tout à fait à ce livre. Oui. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Je ne sais pas si Selma, tu as une dernière question à poser à Cécilia. Elle a répondu, en fait, c'était son rapport à l'écriture que j'avais oublié de poser pendant notre rencontre et comment est-ce que tu en étais arrivée justement à écrire. Je crois que c'est un peu... Tu écris depuis toujours, il me semble, hein, c'est ce que tu disais. Oui, moi j'ai toujours écrit quelques lignes, quoi. En tout cas, c'est depuis l'enfance, hein, où je m'amusais même à faire des bandes dessinées au départ. Quand j'étais gamine, je dessinais, j'écrivais, mais comme je disais tout à l'heure, sans vraiment avoir l'objectif de publier. Et donc ça, c'est venu vraiment plus tard. Mais c'est vrai qu'en revenant sur la saga familiale, je vois bien les 3 frères, la grand-mère. Enfin, tu peux... Je pense que toutes les histoires méritent d'être racontées. Tu pourrais effectivement faire un livre par personnage, presque. Tellement ils sont denses. Oui. C'est vrai que chaque personnage a quand même une place très importante et un livre, oui, je pourrais presque consacrer. Une idée, peut-être. Là, mais il y a pas mal de choses dans le livre. Ah, moi, je veux dire que Frère Soleil est toujours en librairie, que ce soit à Paris, à la librairie L'Instant, dans le 15e, soit à Porto Vecchio, à la librairie Le Verbe du Soleil, dans toutes les librairies de France. Donc, vous trouverez la carte qui font le clic et collecter sur notre site partenaire lecteur.com. Vous pouvez aussi acheter le livre de Cécilia sur notre site unendroitoualler.com sur la page de sa rencontre. Vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Avant de vous laisser le mot de la fin, mesdames, je vais dire qu'on se retrouvera lundi. Il y a une soirée spéciale lecteur.com Fondation Orange, spéciale jurée avec Jeanne Benhamer pour un parcours d'auteur. Ça sera à 19h. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais vous laisser le mot de la fin. Et surtout, on va encore souhaiter une belle trajectoire à Frère Soleil parce qu'il vit encore sa vie. Il est encore sur l'étape. Ça peut être aussi un bon cadeau de Noël. Selma, Cécilia, je vous laisse le mot de la fin. Ça marche. Bah, écoute, Cécilia, c'était un plaisir. Merci à nouveau à tout le monde de permettre que ces rencontres continuent d'exister et que les auteurs continuent de partager avec nous leur sortie. Et une grosse pensée aussi pour les éditions Le Passage et plus particulièrement à Freda qui nous écoute ce soir. Elle va être ravie en tout cas. Merci Selma, merci Nathalie. Merci aux lecteurs corse et aux lecteurs parisiens du 15e de Sandrine. Tout à fait. Et de Tricelle, parce que c'est Tricelle qui est en Corse. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite en librairie, j'espère. Très bientôt. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir.